Lui, c'est Hannibal Lecter. L'incarnation du mal. Un psychopathe, comme on en fait difficilement pire. Il est intelligent, raffiné et manipulateur. Mais sa particularité à lui, c'est qu'il mange des gens. C'est un cannibale qui prend plaisir à dévorer ses victimes après les avoir assassinées. Alors rien que là-dessus, on pourrait s'imaginer que c'est le pire psychopathe all-time. Mais l'est-il vraiment? Eh bien justement, dans cette vidéo, nous allons explorer l'univers et la personnalité des pires psychopathes de fiction que l'on peut retrouver au cinéma. Le but étant évidemment de découvrir qui est vraiment le pire. Alors installez-vous, mettez-vous bien, prenez un petit snack, et c'est parti. Hannibal le cannibale. L'univers d'Hannibal, à la base, c'est 4 livres à succès. Ensuite, il y a eu des adaptations en film, dont une qui a très bien marché, puisqu'elle a raflé littéralement 5 Oscars. Voilà, Le Silence des Agneaux, c'est un film culte aujourd'hui. Puis après, il y a une série qui est sortie, qui est très bien aussi d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, Hannibal, c'est juste un personnage secondaire. Mais en étant tellement mystérieux et terrifiant, il va réussir à concentrer toute l'attention sur lui. Bon, évidemment, pour en parler parfaitement, faudrait une vidéo dédiée à lui, mais là, je vais parler de plein de psychopathes différents. Donc je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Et comme toujours, pour comprendre d'où vient la monstruosité de quelqu'un, il faut remonter à son enfance. À la base, Hannibal, il est né dans une famille riche, en Lituanie. Riche au point d'avoir quand même un château, donc il se met très bien. Mais malheureusement, dans les années 40, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hannibal est enfant et la Lituanie est envahie par les nazis. Donc il doit fuir de son château avec ses parents et sa sœur. Et sur la route, ses parents sont tués. Donc par la suite, Hannibal il va essayer de se cacher dans un chalet avec sa sœur. Ça va pas durer très longtemps avant que des soldats nazis les retrouvent. Le temps va passer et la nourriture va se faire de plus en plus rare. Et c'est à ce moment-là que les soldats nazis vont commettre l'impensable. Ils vont manger sa sœur. Bon, évidemment, avec une enfance pareille, le Hannibal il va pas grandir normalement. À l'orphelinat, il va avoir des problèmes de sociabilisation. Et un beau jour, il va décider de s'enfuir pour aller retrouver sa tante en France. Et à partir de là, tout va s'enchaîner très vite. Il va commettre son premier meurtre en tuant un poissonnier qui avait manqué de respect à sa tante avec un katana. Voilà, il l'a décapité d'un coup sec. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est extrêmement intelligent. Même s'il va attirer l'attention de la police, il va réussir à pas se faire prendre. Bon, après cette affaire, le Hannibal il va avoir une activité bien particulière en parallèle de ses études de médecine. Il va tout simplement traquer les meurtriers de sa sœur pour les tuer et déguster leurs joues. Voilà. Rien que ça. Tout ça pour apprendre au final que quand il était enfant dans le chalet, bah lui aussi il avait mangé une partie de sa sœur. Bon, je vous ai pas mal parlé du traumatisme de Hannibal, mais je me rends compte que je vous ai même pas montré en quoi c'est vraiment un génie. En quoi il est beaucoup plus intelligent que la plupart des psychopathes. Et justement, il y a cette scène dans Le Silence des Agneaux qui est juste exceptionnelle. En gros, dans le film, Hannibal est emprisonné parce qu'il s'est fait choper, les gens sont au courant qu'il est cannibale et qu'il est très dangereux, mais il doit aider une nouvelle recrue du FBI à retrouver un tueur en série. Parce que ses compétences de psychiatre, sa capacité d'analyse et juste le fait que ce soit un psychopathe lui permet de mieux comprendre les psychopathes que n'importe qui. Et en plus de ça, le psychopathe qu'il recherche, il l'a déjà eu en tant que patient. Donc vraiment, à n'importe quel moment du film, il pourrait lâcher son blaze, il pourrait dire bah ouais c'est lui, arrêtez-le, mais il le fait pas. Il le fait pas parce qu'il sait qu'il peut obtenir des avantages, y compris changer de prison. Parce qu'en fait il est dans une vieille cellule toute pourrie, sans aucune vue sur quoi que ce soit, on dirait un donjon, c'est glauque et chiant quoi, pour lui. Donc il est sur le point d'être transféré. Et ce petit malin, avant son transfert, il réussit à piquer un stylo. Dit comme ça paraît être rien du tout, mais c'est grâce à ce stylo qu'il va pouvoir défaire ses menottes. Avec l'effet de surprise, il va pouvoir attaquer les gardes qui étaient dans sa cellule pour venir lui déposer son repas, il s'y attendait pas. Et ensuite, il va créer une mise en scène. Et ça, c'est du génie dans le sens où il va enfiler le vêtement d'un des gardes. Il va pas faire qu'enfiler ses vêtements, il va carrément lui couper le visage pour enfiler son visage. Et ça, franchement, fallait y penser. Parce que c'est en se faisant passer pour l'un des gardes qu'il va pouvoir s'échapper. Donc vous voyez là, quand je vous dis que c'est vraiment un génie, c'est vraiment un putain de génie. Bon, je vous ai beaucoup dit que c'était un génie, mais on n'a pas parlé de son côté vraiment monstrueux. En particulier d'une scène. Évidemment, pour faire la vidéo, je me suis rematé tous les films Hannibal. Et dans Hannibal 2001, qui est réalisé par Ridley Scott, donc le même réal que les Gladiators, à la toute fin du film, il y a une scène en particulier, il fait manger son cerveau à un agent du FBI. Et je dis ça en rigolant, mais j'arrive pas à regarder cette scène à chaque fois. Alors, il lui fait manger son cerveau, mais pas n'importe quelle partie. Il choisit la partie frontale du cerveau qui est associée au langage, à la planification, disons les fonctions cognitives supérieures du cerveau.
Et du coup, on le voit devenir de plus en plus bête au fur et à mesure qu'il fait ça. Et j'ai trouvé ça vraiment terrifiant. Parce qu'il y a encore ce côté... il aurait pu lui mettre une balle dans la tête, il aurait pu le tuer. Mais il préfère vraiment le tourmenter, le faire souffrir de cette manière-là. Et il devient prisonnier de son corps. Bon, il va mourir après, c'est sûr, mais... c'est particulièrement sauvage, quoi. Et raffiné à la fois. Ok, on est au Texas dans les années 80, et ce gars-là, il s'appelle Llewellyn Moss. C'est un vétéran du Vietnam qui tombe par hasard sur une scène de carnage dans le désert. Voilà, il se balade et il tombe sur des cadavres, des armes, des bagnoles criblées de balles, et à un moment donné, il arrive sur une mallette qui est pleine de fric. Alors évidemment, il choisit de faire la chose que n'importe quel être normalement constitué aurait fait, il prend la thune. Voilà, il prend la mallette et il rentre chez lui tout simplement, où l'attend sa femme. Le souci, c'est que Llewellyn, c'est un bon gars. Il avait vu un mec qui agonisait dans une des voitures, donc il s'est dit je vais y retourner, je vais essayer de l'aider. Mais malheureusement, ce qu'il s'est pas dit, c'est que la scène de carnage, c'était un trafic raté. Donc il y a des trafiquants qui vont revenir et qui vont le voir, ils vont le repérer. Donc il se fait courser, mais il va réussir à s'enfuir, de justesse. Le petit souci, c'est que maintenant, il a quand même une mallette qui contient 2,4 millions de dollars. Donc tu te doutes bien que ces gens-là, bah, ils vont pas le lâcher, quoi. Et c'est à ce moment-là que rentre en scène Anton Chigurh. Et là, notre Llewellyn, je sais pas comment ça se dit, il est dans une merde noire. Vraiment, il est dans la merde. Il le sait pas encore, mais il va se faire poursuivre par celui qui est très certainement le pire tueur à gages possible. On parle d'un mec qui décide de tuer quelqu'un juste parce qu'il a perdu au pile ou face. Mais sans raison en plus. Comme ça. En fait, toutes les choses horribles qu'il fait, il les rationalise avec une phrase « Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver ». Il a décidé que c'était le destin et que donc tu dois mourir. Donc là on est quand même sur un type extrêmement dangereux qui n'obéit finalement à aucune véritable règle à part sa justification foireuse. Et quand on le compare à Hannibal finalement, en termes d'amoralité, là on est au top du top. Après la différence c'est que c'est pas quelqu'un de sadique, il tue rapidement, il n'y a pas de torture, mais il reste cruel dans le sens où il peut tuer sans raison. Après aussi, ouais, il y a un point qui est hyper important pour trouver qui est le pire. Ce niveau de l'empathie qu'on peut ressentir pour le méchant. Normalement, le pire, on n'en ressent aucune, parce qu'on peut pas s'identifier à lui. On doit vraiment le voir comme limite un extraterrestre, quelqu'un qui n'est pas humain. Et là, il y a ça dans une certaine mesure chez Anton. Il donne un peu l'impression d'être une sorte de Terminator, un robot humain qui tuerait les gens hyper efficacement avec son pistolet à air comprimé. Pareil, lorsqu'il est blessé, que ce soit dans une fusillade ou dans la scène de fin, quand il a un accident de voiture à la toute fin et qu'il y a carrément un os qui sort de son bras, il a pas l'air d'avoir mal. Et justement, devine quoi, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis, une étude scientifique. Il y a 400 films avec des psychopathes qui ont été analysés, et le verdict de tous ces films, c'est Anton Chigurh, qui est le psychopathe le plus réaliste du cinéma. Alors attention, parce que psychopathe le plus réaliste, ça veut pas dire le pire. Surtout que sur les 400 films, ils ont quand même enlevé 274 personnages qui étaient trop fantaisistes, trop caricaturaux, donc sûrement le Joker il est passé à la trappe. Et même finalement, je pense aussi à Hannibal Lecter, il doit pas être dans le top, parce qu'il est pas du tout réaliste. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que selon eux, Anton Chigurh est un bon prototype de psychopathe idiopathique primaire. Nous manquons d'informations sur son enfance, mais il y a suffisamment d'arguments et d'informations détaillées sur son comportement dans le film pour obtenir un diagnostic de psychopathie idiopathique actif et primaire, d'incapacité à aimer, d'absence de honte ou de remords, de manque de perspicacité psychologique, d'incapacité à tirer des leçons des expériences passées, d'attitude froide, d'impitoyabilité, de détermination totale et d'absence d'empathie. Bon, là on rentre dans la psychologie, la psychiatrie, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais je me suis renseigné, j'espère que je vais pas dire de bêtises. En gros, la psychopathie primaire, c'est une psychopathie qui est innée. Donc il n'y a pas de cause apparente. Par exemple, Hannibal, c'est pas de la psychopathie primaire, parce que sa psychopathie, elle a été conditionnée par un événement traumatique. Donc on parle plutôt de psychopathie secondaire. Là, le truc avec Anton Chigurh, c'est qu'on connaît pas son enfance, mais ça ressemble vraiment à de la psychopathie primaire, et de toute façon, il suffit de regarder le film pour se rendre compte d'à quel point il est pas humain. Quoi qu'il en soit, Javier Bardem, qui incarne Anton, va recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Et le film en lui-même va recevoir 3 Oscars, donc c'est une consécration. Après, est-ce que ça veut dire que c'est le pire psychopathe ? Moi, personnellement, pour l'instant, je dirais que non. En fait, oui, ok, c'est une machine à tuer, mais il montre pas qu'il est capable de planifier de manière complexe des trucs. Il montre qu'il est capable de s'adapter, mais c'est pas un génie du mal. Lui, sa façon de faire, c'est juste, je vais à un endroit avec des armes, je rentre et je bute tout le monde. Voilà, y a pas vraiment plus de réflexion que ça, y a pas de mise en place de pièges, de stratégie particulière, juste tirer sur tout ce qui bouge et faire en sorte de pas mourir. Ok, maintenant, si on doit le noter. Intelligence, moi je dirais 3 étoiles. Comme je l'ai dit, c'est pas un génie du mal. Cruauté, je dirais 4 étoiles, moins que Hannibal, parce que Hannibal, on sent qu'il prend un plaisir à tuer. Alors que Anton, il le fait parce qu'il doit le faire.
C'est un tueur à gages, il est efficace. D'ailleurs, il a un arsenal d'armes qui sont faites pour tuer très vite. C'est pas le genre de gars à torturer, à être sadique, mais il reste extrêmement cruel dans le sens où il tue sans raison. Et c'est pour cette raison-là que je lui donne 5 étoiles en amoralité. Voilà, à partir du moment où tu décides de la vie ou de la mort de quelqu'un en te basant sur un pile ou face, t'as forcément 5 en amoralité, c'est comme ça. Antipathie, 5 étoiles, on peut pas ressentir de l'empathie pour lui. Et là où il a un point bonus, c'est pour le réalisme. Voilà, ça servira peut-être si il est en concurrence avec un autre psychopathe. On verra après. Bon, le Joker, c'est un personnage qui existe depuis vraiment longtemps, genre 80 ans dans les comics, mais s'il y a bien une version qui a marqué le public, qui a marqué la pop culture, c'est celle de Heath Ledger dans The Dark Knight, qui est sorti en 2008. Et si on doit résumer le Joker avec un seul adjectif, il est imprévisible. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas non plus où il va. À chaque fois, il réussit à surprendre tout le monde avec ses stratégies, ses trucs. Par exemple, il y a cette scène culte où il se pointe devant une salle qui est remplie de gangsters. Il arrive et il fait un tour de magie avec le crayon qui fait disparaître en écrasant la tête d'un mec dessus. C'est complètement imprévisible. On pourrait pas prévoir un truc pareil. Évidemment, il a ses petites grenades au cas où les gangsters choisiraient de lui tirer dessus. Ce qui fait, on peut pas s'y attendre. On peut pas être dans sa tête. Et c'est toujours ça le Joker. On a l'impression qu'il improvise en permanence, mais en fait ce qu'il fait c'est du génie. Pareil, la scène où Batman fonce sur lui avec sa moto, et qu'il demande à être tué finalement. C'est un pari, mais il sait très bien que Batman va pas le tuer parce qu'il a son code moral où il tue personne. Et donc en fait, il sait très bien où il va se retrouver, c'est dans le commissariat, et il prévoit déjà un plan pour s'échapper à partir de ça, d'une manière qui est totalement imprévisible. Il fait péter le commissariat grâce à un détonateur qui est caché dans le ventre d'un des prisonniers. Comment on est censé prévoir un truc pareil? Donc voilà, tout ce qu'il fait, ça a l'air toujours hyper aléatoire, mais c'est toujours lui qui contrôle la situation. Et ça, rien que là-dessus, 5 étoiles. 5 étoiles d'intelligence. Niveau cruauté et amoralité, je pense que c'est très clair. 5 étoiles aussi. Voilà, littéralement dans le film, il tue quelqu'un juste pour envoyer un message à Batman. Ça le dérange pas de sacrifier des gens sans raison, surtout s'il peut le faire de manière spectaculaire. Voilà, en fait, le Joker, c'est un électron libre. Comme il se décrit comme étant un agent du chaos, donc il tue n'importe qui. Et ça, on le comprend encore mieux avec la scène dans le film où il brûle toute la pile de billets, une énorme pile. Mais là, on n'est pas sur une petite mallette à 2 millions de dollars, là, on est sur du plus de 100 millions de dollars. Donc ça prouve en fait qu'il fait tout ça pour s'amuser, tout ce qui l'intéresse, c'est le chaos. Par contre, pour ce qui est de l'antipathie, là où c'est très différent des psychopathes qu'on a déjà vus, c'est que, ok, il est insupportable et il est horrible, mais il a ce côté extrêmement charismatique qui fait que ça le rend légèrement plus humain d'une certaine manière. Ça lui donne un peu un côté gamin finalement. C'est logique, ça reste avant tout un clown, mais c'est pas un robot comme Anton Chigurh par exemple. C'est pas un Terminator froid qui tire sur la gâchette pour t'abattre et c'est fini. C'est pas du tout ce type de psychopathe là. Donc voilà, 5-5-5-3. Pour l'instant, il est tout en haut du classement. Je pense que ça va être extrêmement dur de le détrôner, mais on va voir. Ok, on est à Los Angeles, dans ce qui semble être le début des années 2000, et ce gars-là, en train de couper des barbelés, c'est Lou Bloom. Lou, il est fauché, il a vraiment pas une thune, donc pour survivre, il vole de la ferraille, il vole des vélos, voilà, il fait ce qu'il peut, y compris si ça implique de tuer quelqu'un. Bon, vous l'aurez deviné, Lou, c'est un psychopathe, et par hasard, il va découvrir un business en or pour lui, qui s'appelle le Nightcrawling, d'où le nom du film Nightcrawler. Et ce business, il consiste à filmer des accidents, il faut qu'il y ait du sang, il faut que ce soit des trucs chocs, qui génèrent des sensations fortes, pour ensuite revendre ça aux chaînes de télévision et toucher un gros billet dessus. Donc voilà, Lou il commence dans ce nouveau milieu, qui est en fait parfait pour lui. Tout ce qu'il a besoin d'avoir, c'est d'abord un scanner de la police, comme ça quand il y a un accident qui s'est produit, il a juste à écouter les ondes et aller directement sur le lieu de l'accident pour filmer et avoir l'exclusivité. Au début, il est un peu nul. Il filme des trucs pas intéressants, ou il arrive trop tard parce que sa voiture est pas assez rapide, et surtout parce qu'il est tout seul, il aurait besoin d'un employé qui lui lit les codes de la police, et comme ça il a juste à se concentrer sur le fait de rouler le plus vite possible. Donc à partir du moment où il a recruté son larbin, ça commence à marcher extrêmement bien pour lui. Voilà, il fait pas mal d'argent, mais il en veut quand même toujours plus. C'est à partir de là qu'il commence à faire des choses de plus en plus illégales, comme par exemple pénétrer par effraction dans un lieu juste pour avoir des plans un peu plus intéressants et donc des vidéos qui se vendront mieux, qui feront plus de thunes encore. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. À un moment donné dans le film, il y a un accident de voiture et Lou, il arrive sur les lieux et il se dit tiens, l'image pourrait être plus intéressante si je changeais 2-3 trucs. Et il va carrément déplacer le corps du gars qui n'est pas mort. Il pourrait juste appeler une ambulance pour sauver le mec, mais non. Il va déplacer son corps pour avoir une meilleure image. Est-ce que vous voyez le délire un peu? Le mec est vraiment prêt à tout. Et évidemment, c'est pas le seul sur le marché à vendre des vidéos. Il a des concurrents. Et il va carrément jusqu'à trafiquer la camionnette d'un des concurrents pour qu'il fasse un accident qu'il va ensuite pouvoir filmer. Voilà, le mec n'a vraiment aucune limite, mais ça s'arrête pas là. Voilà, le point culminant du film, c'est quand il y a un triple meurtre dans une maison et Lou, il arrive carrément avant les flics. Ce qui fait qu'il a carrément le temps de voir les criminels quitter le lieu du crime. Il arrive même à filmer leur plaque d'immatriculation. Et lui, au lieu d'appeler la police, il va rentrer tranquillement et filmer tout ce qu'il voit. Voilà, ça lui fait des super images. Il se dit vraiment là, je vais faire une bonne soirée, là je vais faire plein de thunes.
Mais il y a la police qui va voir ces images aux infos. Donc bah normal, elle va aller le voir pour savoir comment il a eu ces images. Donc là évidemment il va mentir, il va rien lâcher, aucune info. Et le truc c'est que ça s'arrête vraiment pas là, parce qu'après, il va organiser carrément un guet-apens pour les criminels, il va les suivre. Et quand ils vont se retrouver dans un fast-food, il va juste appeler les flics pour déclencher une fusillade. Donc on est passé de filmer des trucs chocs pour les revendre à des chaînes, à créer les événements chocs pour les filmer. Le pire c'est qu'il y a son associé qui va mourir dans le truc, et il va aussi le filmer. Niveau intelligence, il apprend extrêmement vite, il sait se débrouiller, il s'adapte très facilement. Je pense que c'est un 5 étoiles. Je pense même qu'il rivalise avec Hannibal sur le terrain de l'intelligence. Cruauté, là c'est difficile parce que c'est pas un tueur comme on a vu avant. Bon, à part la scène au début où il vole la montre et du coup il est obligé de tuer le gars, son objectif c'est pas de tuer des gens, c'est pas ça qui le fait kiffer, mais si c'est nécessaire de le faire pour avoir ce qu'il veut, il le fera. Donc je dirais cruauté 4 étoiles, parce qu'il laisse quand même son associé mourir à la fin. À moralité, là on est sur du 5 étoiles, mais y a même pas de débat. Je dirais même que c'est la définition du machiavélisme, c'est vraiment la fin justifie les moyens. Il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Et pour l'antipathie, là, encore une fois, on est face à une sorte de robot bizarre, quoi. Il apprend à être humain, en observant les autres, en essayant de les imiter, mais au fond de lui, tu sens bien qu'il n'y a rien du tout. Il a aucune attache émotionnelle, il a pas de famille, pas d'amis, tu peux même pas t'identifier à lui. Donc 5 étoiles en antipathie, il n'y a pas de débat non plus. Ok, donc mon classement final, ce serait ça. Ça reste très dur de les classer parce qu'ils sont tous trop différents les uns des autres. Mais globalement, je pense que le pire, ça reste quand même le Joker. Des 4 psychopathes qu'on a vus dans cette vidéo qui sont ceux en fait qui m'ont le plus marqué. Ceux dont je me souvenais bien. Voilà, j'aurais pu en choisir d'autres, j'en avais d'autres en tête. Après, en soi, le pire, ça veut pas forcément dire le plus dangereux. Le pire, pour moi, c'est plutôt celui dont l'humanité se passerait le plus. Faudrait faire une partie 2 avec un échantillon plus global de psychopathes pour voir à peu près ce que ça donne, si c'est pertinent ou pas. Bon, je vous annonce déjà d'ailleurs la prochaine vidéo, ça va être une affaire criminelle, true crime, une affaire passionnante, un truc qui s'est passé en France, mais je vous promets que c'est incroyable. Je vais essayer de la sortir le plus vite possible. Voilà, je suis encore en train de l'écrire, mais je vous promets que l'histoire est exceptionnelle.